Spécial volume, deuxième partie. Un beau bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On poursuit notre sujet sur le captivant volume et l'impact qu'il a sur les marchés ou l'information qu'il nous donne. On a déjà vu que ça nous apportait quand même une panoplie d'informations, dont le sentiment de marché. Moi, je m'attarde de plus en plus, j'apprécie le sentiment de marché, c'est comprendre comment il fonctionne. Soit dit en passant, pour le sentiment de marché, il y a un petit nom. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on l'appelle Mr. Market. Mr. Market, on peut imaginer une personnalité. On peut imaginer aujourd'hui, est-il dépressif, est-il excité, est-ce qu'il est bipolaire, Donc, on est capable de mettre un persona sur Mr. Market. Donc, je ne sais pas si vous saviez que ça existait. Si ce n'est pas le cas, bien, vous venez de l'apprendre. Vous pourrez maintenant avoir une relation privilégiée avec le marché. Alors, on va poursuivre, toujours en compagnie de François. Tu as passé un beau 5 minutes entre les deux épisodes. Ben oui, les auditeurs n'y voient que du feu, mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est la magie du pré-enregistrement. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est tellement merveilleux. On est capable d'être à distance avec les outils d'aujourd'hui parce que François est à Magog, moi je suis à Victoriaville. Ça serait très compliqué de prendre la voiture, d'aller se rejoindre régulièrement. Donc, merci la technologie de nous permettre ça. C'est vraiment un bon point. Puis là, François, il y a un commentaire. Je lève ma main comme une question. Ouais. Pas de question, mais un commentaire. Mais j'aime ça. Ceux qui nous écoutent, là, et ceux qui nous voient aussi, souvent, ils disent... les deux gars, ils disent que c'est un autre podcast, mais on le voit que c'est comme une continuité. Mais au début, on tournait seulement un podcast. Et puis, c'était un podcast, 20 minutes. Puis là, l'autre semaine, on en avait un autre. Mais là, depuis un certain temps, on en tourne 2, 3, 4, un à la suite de l'autre. Ouais. Puis on est comme dans... Je pense qu'on est meilleur parce qu'on est vraiment dans le sujet. Exact. Il n'y a pas une coupure 20 minutes parce que ceux qui nous écoutent, c'est seulement 20 minutes. Mais Patrick, mon équipe, il passe beaucoup, beaucoup de temps en arrière de ça. Donc, quand on condense, quand on résume quand on fait tous nos podcasts d'un trait, je pense que la qualité est meilleure là, pour les auditeurs. Puis pour nous, on est plus réchauffés. Là, on connaît notre matière, mais quand on est dedans, je trouve que c'est mieux. Fait que bref, à voir si on continue dans cette formule-là, mais moi, j'adore ça. Vous pouvez nous donner vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de savoir si vous aimez plus ça. Mais effectivement, moi, j'aime ça parce qu'on rentre dedans, puis... de toute façon, ça passe comme si ça durait 5 minutes pour nous. Là, c'est un véritable plaisir. Fait qu'on va essayer on va repartir avec notre sujet pour rester centré. Donc, on va poursuivre avec le volume. Donc, ici, il y a deux questions très simples qu'on peut avoir une petite discussion, réflexion. C'est quoi un gros volume? Puis c'est quoi un petit volume? Parce que là, c'est beau de dire un gros volume, mais c'est quoi, là? OK. On va parler encore là, une petite portion d'analyse technique. Quand vous regardez quand vous regardez un graphique journalier, donc une barre, c'est une journée. Le graphique que tout le monde regarde quand on s'en va sur Yahoo, peu importe, là, c'est souvent des graphiques journaliers. Quand on voit ça, c'est quoi un fort volume? Souvent, il y a deux portions. Première portion, quand un fort volume, c'est aux États-Unis, puis ça, c'est très spécifique à moi. Aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de volume généralement. Quand vous voyez un titre avec 10 millions d'actions pour les grosses capitalisations, c'est quand même beaucoup de volume. Sinon, généralement, ceux qui utilisent des screeners ou des scanners pour trouver des différents titres pour raison X, Y, Z, moi, je conseille tout le temps aux États-Unis de regarder des titres qui ont 1 million d'actions minimum pour une journée. Sinon, au Canada, j'aime bien, encore là pour des graphiques journaliers, quand vous regardez des titres dans différents screeners, je recommande aux personnes de surveiller des titres qui ont au moins 250 000 actions en circulation. 250 000 actions, pas nécessairement en circulation, mais 250 000 actions qui est transigées au courant de la journée. Okay. Sinon, un autre petit truc côté technique, dépendamment de l'analyse technique, la plateforme d'analyse technique que vous utilisez. Si vous utilisez TradingView, en passant, on a un super cours de TradingView qui est donné par Patrick. Non, on explique beaucoup les outils, puis on parle beaucoup du volume. Et puis dans le volume, ceux qui utilisent TradingView, on peut rajouter une moyenne mobile sur le volume. Donc, une moyenne mobile, c'est bon pour des actions, c'est bon pour n'importe quoi. Une moyenne mobile, dans le fond, c'est comme la moyenne de la classe de nos enfants quand ils sont à l'école.
ça nous donne la moyenne du volume. Donc, si on rajoute l'indicateur moyenne mobile sur le volume, ça nous donne la moyenne des 30, des 20, des 100 dernières journées. Donc, c'est quoi un bon volume? Généralement, moi, pour le day trading que je fais ou pour l'investissement swing trade de court moyen terme, j'aime bien regarder lorsque le volume se transige au-dessus de sa moyenne mobile. Donc, c'est assez technique, mais c'est un petit truc, là. Si le volume vous parle quand vous transigez, mettez-vous une moyenne mobile du volume via TradingView ou votre plateforme préférée s'il offre cette possibilité-là. Mais ça, comme Patrick voulait savoir, là, c'est quoi un bon volume? C'est quoi un volume aussi? Un bon volume, qu'est-ce qui est important de regarder? Ces deux indicateurs-là, je crois que c'est très bien. Oui, donc ce qu'on retient, c'est que dans TradingView, on peut mettre un indicateur sur un indicateur. Ça, c'est vraiment génial comme outil. Oui. Puis, ce que je retiens de ça pour le principe général, c'est de dire, on essaie de le comparer avec la compagnie qu'on analyse. Si on le compare avec, si le volume est en fonction, comme tu dis, d'une moyenne, en général, si ça transige à tel volume, ben, si ça déloge de ça, ça nous donne l'indice, au moins l'information qu'on a plus de volume ou moins de volume. Après ça, c'est sûr que... C'est ça, la moyenne, là, tantôt, je dis, si un titre américain transige 1 million d'actions dans une journée, c'est un volume important. C'est bien, mais exemple, cette journée-là, il y a peut-être eu une nouvelle, puis les autres journées, ils transigent seulement 100 000 actions par jour. Donc, si on met le graphique du volume avec une moyenne mobile du volume, c'est encore mieux. Là. On ne se fait pas avoir sur seulement une journée qu'il y a un spike de gros volume. Donc, exact. La moyenne, comme dans n'importe quoi, là, que ce soit le prix des actions, n'importe quoi, une moyenne, ça nous donne un bon indicateur. Donc, rajoutez la moyenne du volume sur vos indicateurs si vous êtes capable de le rajouter. Puis prenez l'habitude de le regarder, le volume aussi. Oui. Oui. Et surtout, Patrick en avait parlé, on en parlera tantôt dans le Forex, pour raison Patrick pourra expliquer tantôt. Pour le Forex, le volume, encore là, je ne vais pas me faire lancer des roches, là, il y en a qui vont dire que c'est super important. Pour moi, c'est moins important. On en parlera tantôt. Mais sinon, pour le marché des actions, là, le volume, c'est hyper important. Oui, mais là, vu que tu as parlé de Forex, j'ai envie de sauter dessus de suite. Okay. On va, dans le fond, c'est ça. C'est que si le volume, le fait que le Forex est transigé dans toutes les bourses sur la planète en même temps, puis même les bureaux de change, c'est de l'argent. Là. C'est ce qui est véhiculé tout le temps. C'est impossible d'avoir... Si c'était possible, on l'aurait, moi, je pense. Techniquement, peut-être qu'un jour, ça serait le fun de l'avoir, mais là, on ne l'a pas. On a juste une petite portion. Mais ça nous donne quand même un indice. Là. Avec notre courtier, il y a un spike de volume, ben, ça va nous donner un indice, mais comme tu le dis, ça ne fait pas partie de la culture, je pense. Non, trading Forex. C'est vraiment décentralisé. Ce n'est pas une bourse qui gère le volume. C'est vraiment notre courtier. Donc, pour moi, j'ai dit que ce n'était pas super important à regarder. Pour ceux qui jugent que c'est important, simplement mettre encore là, si vous utilisez TradingView, c'est facile à faire. Si vous transigez le Forex, c'est la monnaie dans le monde, là, c'est la livre sterling, c'est le dollar canadien, c'est le dollar américain. Si vous voulez avoir le volume, choisissez le fournisseur de volume, parce qu'il y en a peut-être une dizaine. Là, si vous choisissez le FXCM, FXCM, il y a beaucoup de volume qui se transige via ce courtier-là. Donc, peut-être choisir l'échange ou la bourse FXCM quand vous rajoutez le volume pour le Forex. Pour avoir la donnée, en fait, qui est le plus gros échantillon. C'est ça. Je le retiens, là. Ouais. Si vous voulez, mettez-le, ça va vous donner un indice, mais soyez conscient que ce n'est pas le marché. Fait que ça se pourrait, théoriquement, j'imagine que ça doit suivre quand même, mais théoriquement, ça se pourrait que chez FXCM, il y a un gros volume, que pour une raison X, l'autre courtier en Australie, Pepperstone, n'importe quoi, lui, il n'y a pas de volume. Peut-être parce que l'heure, c'est la nuit. Tu sais, la Terre, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, est toujours ronde. Arrête, il y a un groupe Facebook de 500 000 personnes qui croient que la Terre est plate. Oui, mais c'est correct. Chacun sa croyance. Mais c'est comme la bourse, hein? Ça prend des boules, ça prend des bears, ça prend toutes sortes de monde. Oui, mais moi, je ne sais pas, en tout cas, à date, quand je regarde les fuseaux horaires, dans ma tête, elle est ronde. Là. Avec le Forex, je le vis, tu sais. Je le vis parce que ça crée des situations, effectivement. Là, quand ça se passe en Grande-Bretagne, c'est pas comme ici, là, du tout. Donc, ça, c'était pour le Forex. C'est un petit clin d'œil, là.
Là, j'avais envie de poser une question loufoque, qui peut paraître bien, peut-être inopportune, on va dire ça comme ça, mais qui, moi, elle m'habitait, parce que je me souviens qu'on a eu un épisode de podcast avec Marc Laliberté, puis on en a reparlé, je crois, avec d'autres épisodes, qui disaient qu'on peut avoir une idée, est-ce que le prix d'une action pourrait monter quand on voit, par exemple, les gens qui font la file en avant d'un magasin, quand il y a un hype là, sur un produit, il y a quelque chose, il y a une tendance, on peut regarder avec le comportement des gens, on pourrait anticiper des fortes probabilités d'une croissance. Est-ce qu'on pourrait faire l'équivalent avec le volume? Donc, est-ce qu'on pourrait l'utiliser tout seul, avec rien? Parce que là, on ne sait pas si... Mais en même temps, il y a une couleur. Hein, sur le TradingView, il est rouge ou il est vert. On sait si ça a baissé ou ça a monté au moins le prix. Mais là, je te lance le challenge intellectuel. Oui, les puristes, il y en a qui vont seulement regarder le graphique. On appelle ça le price action. Il y en a qui vont seulement regarder le graphique et vont rajouter le volume. Pour ceux qui font du day trading, quand j'ai intra-séance, entre 9h30 et 16h, j'aime bien l'analogie que Marc Laliberté a faite dans son autre podcast là, qui disait il y a un line-up, il y a une ligne devant le magasin parce qu'on. Puis là, samedi, je sais qu'ils vont en vendre des chaussures ou des hamburgers. La même chose pour le day trading. Quand vous prenez un titre qui est un catalyseur, une grosse nouvelle au courant de la journée, le matin ou souvent en pré-market qu'on appelle, si vous mettez le graphique, puis il est en tendance haussière, puis là, si vous voyez qu'il commence à consolider, puis vous voyez du gros volume vert, donc du volume haussier, généralement, là, je vais mouiller, mais je n'ai pas peur de dire 70-75% du temps, avec ce gros volume haussier-là, souvent, il y a une continuité à la hausse pour les prochaines minutes. Donc, sans indicateur technique, seulement le graphique avec le volume, oui, en regardant simplement le volume, on peut déterminer la hausse ou la baisse d'un titre. Mais encore là, il faut regarder la tendance générale du titre pour cette journée-là. Là, on fait une grosse parenthèse, on parle seulement pour du day trading. Ouais. Donc, ceux qui ça intéresse, là, faites le test. Mettez seulement un graphique et puis avec le volume. Si le titre est en tendance haussière, si vous voyez du gros volume vert, en plus qui dépasse sa moyenne mobile qu'on vous a montré comment faire, souvent le titre, il y a une continuité à la hausse. Vous allez voir, là, c'est pas sorcier, il n'y a pas de Nostradamus ici, c'est mathématique, c'est tout. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Qu'est-ce qui arrive quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs? Ça monte. Ça reste des probabilités, puis François l'a mentionné, mais même si ça monte, on ne sait pas combien ça va monter non plus. Non, c'est ça. Juste comme un indicateur, mais ça prend quand même le prix. On ne peut pas juste dire on met un volume, puis il n'y a rien. Ben non, après ça prend un plan de match. Oui, on achète à cause du volume, une brille de tendance, mais après ça, combien d'actions qu'on achète, à quel prix qu'on sort la perte, à quel exactement. Quand on sort la cassette. Mais oui, c'est important, la cassette. C'est important d'avoir un plan de match avant d'entrer en position. Exact. Puis là, dans le fond, ce qu'on vient de vous dire, c'est comment pratiquer à s'approprier le volume. Tu mets juste le prix puis le volume. Tu pratiques ton interprétation du volume. Puis là, on le fait note. On voit, OK, ça fait ça en général. Ça va créer ce que François appelait l'instinct du trader. C'est ça aussi, développer l'instinct. C'est comprendre la mécanique ou le comportement derrière les signaux qu'on voit dans un graphique. Là. C'est comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un de visuel. Ça me prend un graphique. Je suis vraiment technicien là, depuis que j'ai commencé à transiger. Ça me prend un graphique. Je suis né avec ça. Ça me prend un graphique. Mais quand j'étais au début de l'électronique, j'avais un ami, c'est quand même assez spécial. Il ne regardait pas de graphique. Il y avait seulement le time and sell avec le volume. Ah, ouais. Ça, le time and sell, c'est à quel prix que ça transige avec le volume. Donc, lui, il était capable d'identifier, il voyait le volume. À ce prix-là, il y a plus de volume. Puis là, le volume augmente. Moi, je le vois via un graphique, mais lui, il le voyait tout simplement avec des chiffres. Il était vraiment comme dans la matrice. C'était spécial. Mais bref, il n'y a pas de meilleure ou une moins bonne façon. Il faut mettre les outils qui nous facilitent. Le niveau, c'était dans sa tête aussi. Lui, il disait, ça descend là. Il y a comme une analyse dans sa tête. C'est quand même impressionnant. C'est une autre époque aussi. Là. Ça doit être moins fréquent. Oui. OK, donc ici, je vais aller vers les risques. Là. C'est quoi les risques quand il n'y a pas beaucoup de volume? Là, l'exemple qui me vient en partant, c'est qu'on s'amuse beaucoup avec les options ces temps-ci.
Puis lorsqu'on essaie de transiger des options américaines ou des options canadiennes, on se heurte à quelque chose là, au niveau Canada, hein, c'est qu'il manque de volume. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand il n'y a pas de volume dans nos options? Quand il n'y a pas de volume dans les options ou dans les penny stocks, quand il n'y a pas de volume, un manque de liquidité. Puis, je vais le dire en anglais, là, le spread entre le bid-ask, quand l'écart entre le cours acheteur-vendeur s'élargit. Donc, quand vous achetez un titre, exemple, on va dire à 10 puis le cours vendeur il est à 10 et 2 sous, s'il manque de volume, ben là, ça va être 10 à 10 et 20. Ça commence à coûter cher pour pouvoir rentrer en position ou sortir. Donc, ceux qui transigent, encore là pour du day trading, c'est important de choisir des titres qui ont beaucoup de volume. La même chose pour les amateurs d'options, un produit qu'on pourrait mettre dans la même catégorie que le Forex, les contrats à terme. C'est un produit avec un effet de levier. Ouais. Si on décide d'embarquer dans ces produits-là, il faut y aller avec un sous-jacent qui a quand même beaucoup de volume. C'est pour ça aussi, des fois, quand on parle pour les options, là, des fois, les titres canadiens, il y a beaucoup de titres qui sont pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup de volume sur les titres canadiens, donc des fois, faire une transaction d'options, c'est pas super approprié. C'est peut-être pas profitable. C'est pour ça que encore là, un moment donné, on fera peut-être un podcast là-dessus. Là, on a déjà... C'est sûr qu'on va en faire. On n'a pas fait sur les options. Pas sur les options, mais sur les différents produits à effet de levier. Si on veut y aller avec le marché des options, il faut y aller généralement avec des titres de grosse capitalisation qui ont beaucoup de liquidité. Comme ça, on peut rentrer et sortir facilement. Ça s'applique aux options, ça s'applique tout simplement au titre. Là, si vous transigez, exemple, un penny stock, on va dire 2 millions de float. Une float, c'est le nombre d'actions en circulation pour transiger. 2 millions d'actions, c'est vraiment pas beaucoup. Puis souvent, ça amène de la forte volatilité, mais souvent avec des écarts bid-ask assez larges. Puis ça peut créer des mouvements de panique là, avec le volume. Parce que c'est pas parce que tu as 2 millions d'actions que tout le monde est vendeur ou acheteur. Tu sais, les gens, il y en a qui le gardent, là, leur stock. Puis moi, les options, tu parlais de 10 à 10 et quelque chose. Moi, je voyais, mettons, à 2 piastres. 2 piastres à 3 et quelque chose. Tu sais, le spread, c'était plus que 50%. Tu fais tabarnouche. Puis là, on essaie de marcher beaucoup avec des ordres limites pour avoir le prix qu'on veut. Mais là, si tu fais un ordre limite, soit que tu n'embarqueras jamais, ou soit tu ne seras plus capable de sortir. Tu sais, fait que le risque, il est là d'être pris avec. Tu sais, puis sinon, tu fais un ordre marché, puis là, ça va donner ce que ça donne. Puis c'est une surprise. Quand il y a un spread comme ça, tu sais, c'est colossal. Fait que pour moi, le risque, c'est ça, c'est d'être pogné qu'une patate chaude. Ouais, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en options, parce que là, on ne veut pas perdre le monde, là, mais ceux qui s'y connaissent un peu plus en options, Patrick et moi, on fait des crédits spread et des débits spread. Ça, c'est acheter une option et vendre une option en même temps. Souvent, le cours acheteur-vendeur est très large, puis on ne peut pas rentrer en position, malgré qu'on a notre analyse assez très bien passée. Exemple, le titre a monté, mais notre transaction, notre option n'a pas passé parce que le cours acheteur-vendeur était trop large, puis il n'y avait tout simplement pas d'acheteur. Il fallait vraiment, dans le jargon, il fallait cogner le bid ou lifter l'offre. Des fois qu'on essaye de se mettre entre les deux, bien, ça se peut que ça passe, puis des fois, ça ne passe pas. Donc, on peut rater une bonne transaction. C'est ça. Pour ça, d'y aller souvent avec des sous-jacents là, un peu plus liquides. C'est ça. Puis c'est pour ça que, à la limite, on ne rentre pas, c'est pas grave, mais être pogné avec, ça, c'est pas le fun. Fait que si c'est difficile de rentrer, dites-moi une chose. C'est difficile de sortir. Oui. C'est ça. Fait que si votre ordre est là depuis 2 jours, vous pouvez dire, regarde, on va laisser faire. Là. On va passer notre tour. Ça devient... juste ça, là, c'est une information capitale. Là. Juste comprendre ça, pour moi, je trouve, ça change toute la patente parce que... C'est la nerf de la guerre. Là. Moi, quand j'appuie sur Enter pour acheter, si je ne suis pas exécuté à l'instant même, je me pose des questions. Là. Exact. Parce que moi, je transige souvent au marché. Là. J'achète sur l'offre, je vends sur le bid. Donc, ça me prend un cours acheteur-vendeur assez serré. Mais quand on fait des transactions d'options un peu plus complexes, des fois, ça m'a pris un bon 15 minutes ou une demi-heure. J'ai pas aimé le feeling. Parce que ça prend une demi-heure rentrer. Sortir, ça se peut que ça prenne une demi-heure aussi. Donc, c'est pour ça que quand tu achètes du Apple ou on achète l'euro USD, on paye sur le piton, puis même pas une seconde, t'es embarqué. Ça fait que
Oui, le volume, c'est super important. Encore là, si on compare ça dans la vie de tous les jours, si vous rentrez dans un magasin, puis c'est marketing un peu ça aussi, mais si vous rentrez dans un magasin, puis il y a beaucoup de monde, puis vous voyez tout le monde acheter plein d'affaires, vous dites « Wow, hey, il y a du volume ici, il y a du monde, là, il y a quelque chose qui se passe. » Mais si vous rentrez dans un magasin, puis il y a un vendeur, puis il n'y a personne dans la pièce, est-ce que vous allez être tenté de rentrer dans le magasin, puis peut-être acheter ou regarder un peu moins? C'est la même chose la bourse, là. Quand il y a beaucoup d'excitation sur quelque chose, ça l'amène un peu plus je vais dire des joueurs, là, mais un peu plus de négociateurs, puis c'est là que ça démontre de l'intérêt. Donc, si vous achetez une chemise dans une boutique, puis il y a seulement un acheteur puis un vendeur une fois par mois, la boutique, la chemise que vous achetez à 200 $, puis vous voulez la revendre une semaine après parce que vous ne l'aimez pas, raison XYZ, dans le jargon, bonne chance de la revendre. Là. Vous allez la vendre peut-être 20$, 50$, tandis que si vous rentrez dans une boutique Apple, puis vous achetez l'iPhone 15, bien, si 2 journées après, vous ne voulez plus votre iPhone 15, que vous allez payer 12 millions de dollars, pas 12 millions, ça vaut quand même assez cher, des téléphones iPhone 15, mais si vous le payez 2000 $, 2 jours après, vous allez seulement le vendre peut-être 1800. Là. Fait que c'est tout le temps bon de regarder le volume là, dans la vie ou même à la bourse. Là. Donc ici, ben là, le cheminement est bon, on évolue là-dedans, on apprend à apprivoiser ça, le volume. Moi, la phrase que j'ai envie de vous partager, c'est que j'aime bien, qui m'habite beaucoup, que j'ai entendu à un moment donné, c'est que, supposons qu'on va à la pêche dans un lac. On veut pêcher où est-ce qu'il y a du poisson. T'sais. S'il n'y a pas de poisson, on jette la ligne à l'eau, il ne va rien se passer. Donc, on essaie de trouver le spot dans le lac où on parle aux pêcheurs locaux. C'est où je dois aller mettre mon angle pour aller pêcher. Souvent, ils vont garder le secret pour nous le partager. Mais là, c'est la même chose, je trouve, dans les marchés, c'est-à-dire que le volume va dépendre des moments dans la journée aussi. Mettons, en pré-market, en after-market, il y en a moins. L'après-midi, il y en a moins. Souvent, le pic, ben, c'est de 10h à 11h30. Mettons, c'est le pic de la journée pour nous autres quand on est à l'heure de New York, là, Amérique du Nord. Donc, le point que je voulais partager avec vous, c'est juste de dire, quand on compare le volume aussi, il faut comparer avec des moments d'activité équivalents. Si tu compares le volume en aftermarket, la fin de la soirée, puis à 9h45, c'est sûr ça ne sera pas la même chose. Donc, la moyenne mobile, par exemple, là, on réfléchit à ça, si elle considère le pré-market, puis que tu trades à l'ouverture, tant qu'à moi, l'information, elle est erronée. Elle n'est pas en fonction du marché quand il est ouvert. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est très bien. Puis là, je t'écoutais parler. Je pense qu'on devrait en faire un prochain sujet podcast. After pré-market? Non. Patrick, il dit entre 10h et 11h, c'est le meilleur moment pour trancher parce qu'il y a plus de volume. Puis là, il parlait vers la fin de la journée. Moi, je vais rajouter quand c'est le power hour, entre 3h et 4h. Comment qu'on appelle ça, Patrick? Quand c'est le meilleur moment pour trancher entre deux périodes, ou quand il y a plus d'activité ou qu'un titre a tendance à plus monter ou descendre dans une période? Là, j'ai le power hour, mais je n'ai pas... Non, on appelle ça une saisonnalité. Ah, dans la quotidienne, intraday. Saisonnalité intraday. Saisonnalité, saisonnalité, c'est un peu comme Patrick explique là, quand il dit dans le pré-market, puis il dit qu'il faut comparer le même moment. Si vous regardez un titre, là, puis vous remarquez qu'entre 10h et 11h, souvent, puis généralement, c'est le même, là. Vous remarquez, entre 10h et 11h ou entre 3h et 4h, il y a beaucoup d'activités. Puis souvent, les titres font juste monter pendant ces périodes-là. On appelle ça une saisonnalité. Donc, c'est bon de regarder là, les journées précédentes. Là. Mais bref, ou les heures. Fait que, bref, je vais faire une petite parenthèse là, d'un sujet, un sujet podcast éventuel. Oui, il va en avoir un, c'est sûr. Mais oui, le terme saisonnalité. En tout cas, on ne parle pas là parce que ça va être grand. Ça. Un autre paramètre du volume, souvent on voit ça passer, le volume profile. Donc, c'est quoi exactement le volume profile? C'est ça. Ceux qui ont accès à des logiciels un peu plus poussés, là, indicateur volume profile, rajoutez ça. C'est très intéressant. C'est combien qu'il y a eu de volume à un certain prix. Donc, le volume profile, souvent, si vous allez voir sur votre échelle du Y, donc l'échelle verticale, vous allez voir des longues lignes horizontales à certains prix. Ça veut dire qu'à ces prix-là,
il y a eu beaucoup plus de volume. Donc, c'est quand même une information pertinente, là. Si vous voyez le titre d'Apple à 190 $, il y a eu, on va dire 2 millions d'actions, puis à 188, il y en a eu peut-être, on va dire, 1 million. Mais vous le savez qu'aux alentours de 190 $, il risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'activités parce que généralement, il y a eu beaucoup plus de volume à ce prix-là. OK. Donc, mettez ça dans vos indicateurs, là. Volume profile, c'est très intéressant. Ça peut-tu nous aider à transiger? Oui, comme n'importe quel indicateur, mais ça nous indique où il y a eu le plus de volume, à quel prix. Intéressant. Puis à ne pas confondre avec le level 2, là, tu sais, qu'on peut voir les ordres sont à quel prix. Ça ne pas confondre avec ça, parce que je pense que le graphique, l'indicateur se ressemble. Ça se peut-tu? Le level 2, dans le fond, c'est voir où sont les ordres. Les ordres. Les Ouais, c'est ordres, ça. les cours acheteurs et les cours vendeurs. Ouais, Mais ce n'est pas des transactions qui ont été c'est faites. ça. C'est seulement C'est ça. moi, à ce prix-là, je veux acheter ou vendre. Mais le market profile, le volume profile, un indicateur très le fun à rajouter. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, avant d'aller à la conclusion, ben, tu sais, le volume, là, c'est un autre. On vient de changer de sphère, mais le volume pendant les nouvelles économiques, tu en as parlé un peu. Souvent, quand il y a du volume, c'est parce qu'il y a une nouvelle. Mais quand on anticipe une nouvelle économique, quand ce soit l'inflation ou l'emploi, ben, on va anticiper qu'il va y avoir un volume à ce moment-là. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que dans les heures avant, le volume baisse parce que les gens sont en stand-by avant une grosse nouvelle qui est planifiée, là. Fait que, surprenez-vous pas si à un moment donné, votre volume baisse, puis qu'il y a le non-farm payroll qui s'en vient dans 2 heures. Là, je parle pour le Forex parce que la bourse n'est pas ouverte. La nouvelle est à 8h30. Mais surprenez-vous pas si ça baisse, là, c'est juste normal. Alors, écoutez, c'est quand même fascinant. Je vous l'avais dit que c'était plus que ce qu'on pense au départ. Parce que souvent, on pense il y a juste des petites chandelles en bas, là, ça monte, ça descend, puis ça nous donne un petit peu d'infos. Mais on pourrait en passer encore du temps et du temps. Je vais vous inviter là, à prendre le temps de vous l'approprier, l'apprivoiser, puis peut-être continuer à développer vos connaissances là-dessus parce que c'est vraiment, moi j'appelle ça même la base, là, ça fait partie, s'il est déjà là dans le graphique, quand on l'ouvre dans toutes les plateformes, c'est parce que c'est un incontournable, là. Donc, considérer le volume, ben, c'est un plus là, dans notre prise de décision. Puis, c'est à vous de voir là, si vous voulez développer votre edge avec ça. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, je termine avec ma belle petite maxime. Le trader qui fait du volume son ami aura un allié puissant tout au long de sa carrière. Alors, bon trading à tous, puis à la semaine prochaine.